de paradigme de l'hyper, quand on dit qu'il est actif, ça veut dire qu'il demande. Ici, une banque centrale active, ça veut dire qu'elle est prête à renflouer les caisses du trésor. Ici, le trésor, il est actif, ça voudra dire qu'il sollicite justement la banque centrale pour un financement monétaire. Donc ça, c'est important pour comprendre ce qui suit. Donc le rôle de la cohabitation, Banque centrale, trésor. Nous avons fait un schéma. Il y a 4 configurations possibles. Dans la configuration où la banque centrale est indépendante, ça veut dire qu'elle joue le rôle de la règle, donc elle ne suit pas les tendances de l'exécutif. Et le deuxième cas, l'autorité budgétaire, elle est indisciplinée, ça veut dire qu'elle est active, donc elle demande à l'État ou bien au trésor public d'être assujetti à ses désirs de financement. Dans ce cas-là, nous avons un surplus primaire exogène parce qu'il est si ce n'est pas la Banque centrale qui finance, bien évidemment, elle pourra faire appel à un financement extérieur, par exemple. Nous avons peu d'impôts, donc il n'y a pas un ancrage vis-à-vis du taux d'imposition. Nous avons donc pas de monétisation parce que la Banque centrale est indépendante. Nous avons donc des déficits, taux d'intérêt efficaces comme instrument parce que la politique monétaire elle est indépendante. Et nous avons aussi une masse monétaire maîtrisée et pas de dévaluation budgétaire. Masse monétaire maîtrisée tout simplement parce qu'il n'y a pas une augmentation du passif du bilan. Et s'il n'y a pas une augmentation du passif du bilan par l'émission donc de la monétisation ou même par l'achat des bons de trésor, les OAT notamment, dans ce cas-là, donc il n'y a pas une augmentation de la base monétaire, pas d'augmentation de la masse monétaire, bien évidemment. Deuxième cas, parce que il y a beaucoup de choses à dire, donc je ne vais pas m'étaler, donc je vais essayer au moins d'expliquer 2 cas, et c'est la même logique pour le reste des cas. Le deuxième cas, c'est que nous avons une banque centrale dépendante. Dans ce cas-là, elle est active, donc elle est prête à fournir au trésor public ce qu'il en a besoin. Et nous avons une autorité budgétaire indisciplinée, une autorité budgétaire qui demande et une banque qui est prête à renflouer ses caisses. Nous avons un surplus primaire exogène, et dans ce cas-là, c'est une monétisation de la dette. C'est un processus de seigneuriage monétaire. Et nous avons peu d'impôts parce que l'État, si il est déjà indiscipliné, ça voudra dire qu'il n'a pas fait donc un ancrage au taux d'imposition. Donc il n'a pas voulu augmenter l'impôt, notamment, on sait tous l'histoire de la sociabilisation des politiques budgétaires. Et nous avons aussi donc déficit, taux d'intérêt inefficace parce que la Banque centrale est dépendante. Et si elle est dépendante, bien évidemment, donc elle fait entrave à sa règle principale et initiale qui est le ciblage d'inflation qui a été énoncé notamment. Le ciblage d'inflation, ce terme-là, il a été utilisé dans le rapport 2004 pour l'année 2003. Donc la logique est la même pour le reste, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais passer à autre chose. Donc ce qui détermine la nature de la cohabitation maintenant. Il y a toujours une cohabitation qui peut être avérée entre politique monétaire et politique budgétaire. Il y a donc des fondamentaux, donc il y a des prérequis et des préalables pour que, justement, ça se dessine. Ici, nous avons, premier critère, la rigueur ou laxisme budgétaire. Nous allons voir ensemble si l'État viabilise sa propre contrainte budgétaire intertemporelle de lui-même, via l'impôt. Ici, nous avons fait un petit modèle économétrique dette publique expliqué par le solde budgétaire et la fiscalité. Donc, un modèle très simple, nous avons utilisé la technique de Granger, de la causalité de Granger. Qu'est-ce qu'il s'avère? Il s'avère que les chocs sur la dette publique interne n'affectent pas le niveau de solde primaire. Ça veut dire, l'État ne modifie pas ses dépenses à la baisse et ses recettes fiscales à la hausse. Et ça, ce n'est pas anodin. Le modèle, quand il l'avait énoncé, regardons par exemple là-bas, W ne cause pas le solde budgétaire. Il est complètement décorrélé. Vous allez me dire que c'est un peu quelque chose qui n'est pas logique. Mais nous allons le voir justement tout à l'heure quand nous allons voir les chiffres des déficits budgétaires. Et deuxième résultat, c'est celui de la dette publique ne cause pas la fiscalité. Qui voudra dire que quand nous avons une situation de difficulté financière, on n'augmente pas notre impôt. Tout à l'heure, notre camarade, le professeur Himar, avait parlé d'une augmentation de la TVA de 17 à 19. Donc effectivement, il y avait, mais je pense qu'elle est tellement ponctuelle dans le temps qu'en général, le comportement de l'État en général ne reflète pas cette situation ponctuelle. Voilà la réponse qui est factuelle. Ça, c'est la réponse des chiffres. Regardons par exemple, il y a la plupart des déficits budgétaires, donc de 2010 à 2024, on remarque qu'il y a dans toute cette période-là, il y a des fluctuations. Nous avons des situations de manne et nous avons des situations de difficultés financières. Et les déficits ne suivent pas, justement. Par exemple, si nous sommes dans une situation de manne, normalement, on aurait dû avoir des déficits budgétaires inférieurs, qui baissent. Ce n'est pas le cas. Et même parfois, dans des situations de difficultés financières, nous avons des déficits budgétaires très importants. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure ces choses qui sont illogiques. Regardons par exemple de 6 000. En 2024, la loi de finances prévoit 6 170 milliards de déficit budgétaire.
C'est selon la loi de finances numéro 23-22 du 24 décembre 2023. Et ça, bien évidemment, c'est par rapport à la conjoncture sécuritaire donc de la région, etc. Donc ce n'est pas un truc, il n'y a pas vraiment un changement endogène important. Et la tendance va suivre selon donc cette loi de finances 25-26. Toujours c'est x6. Le déficit que nous avons tout le temps de manière habituelle, ça se met x6, x5. Et tout ça, donc nous avons remarqué que l'État ne viabilise pas sa contrainte. Donc l'État, quelque part, en quelque sorte, il a une certaine indiscipline budgétaire. Donc on l'a casé selon donc le paradigme de l'hyper, on les a casés dans l'actif. L'actif, ça veut dire les demandes. Et nous avons dans la situation active, nous avons deux situations. Nous avons une situation chaotique et nous avons une situation explosive. Déjà là, on se situe dans deux situations qui ne sont pas bien évidemment intéressantes. Maintenant, la dépendance ou indépendance de la Banque centrale. Nous avons démontré que l'État demande. Nous allons voir tout à l'heure si l'État peut donner justement et répondre à cette demande. L'autonomie décisionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi monétaire et bancaire était LMC. On l'appelait jadis LMC, donc LM90. Maintenant, c'est loi monétaire et bancaire. Le changement que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de 5 ans. Le gouverneur, actuellement, il est nommé pour 5 ans. Or qu'à l'époque, il était nommé pour 6 ans. Et ça, ce n'est pas anodin parce que tout à l'heure, nous allons voir ce qu'on appelle le TOR. Donc, le turnover rate, donc le taux de rotation du gouverneur, c'est quelque chose de super important. Donc, la date de 5 à 6 ans. Conseil monétaire et bancaire, aujourd'hui, nous avons le comité aussi des opérations de politique monétaire, qui prend aussi donc une part dans la décision. Donc, c'est quand même des changements assez importants. Moi, ce qui m'a intrigué, justement, quand j'ai lu l'article 61, c'est que le conseil monétaire et bancaire, c'est désigné conseil et composé les membres du conseil. Ils disent que l'administration, donc des membres du conseil d'administration de la banque, qui fait qu'ils sont effectivement de l'intérieur de la banque. Par contre, l'ambiguïté, elle existe dans le deuxième titre, d'une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière économique et monétaire. Est-ce qu'elle est choisie par la Banque centrale? La réponse, elle est dans la dernière ligne, d'un cadre de la Banque d'Algérie durant le directeur général, qui voudra dire, s'il voulait le dire, il aurait dit directement d'une personnalité choisie de la Banque centrale. Ils n'ont pas dit. Ce qui pourrait, bien évidemment, sous-entendre que la personnalité pourrait, par exemple, jaillir de l'exécutif. Et ça, quelque part, quand c'est de l'exécutif, ça voudra dire qu'on peut y avoir, donc, des interférences avec le ministère des Finances. Nous avons l'article 64. Le Conseil entend le ministère des Finances à la demande de ce dernier. Il est consulté par le gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer de questions intéressantes, la monnaie ou le crédit, etc. Donc, il y a une constante délibération ensemble, ce qui suggère justement, quelque part, une consultation constante avec l'exécutif. Ça pourrait être effectivement, ça pourrait intriguer dans le sens où est-ce que je suis libre de prendre les décisions quand on parle justement de l'indépendance des banques centrales. Maintenant, quand il s'agit de l'objectif de la Banque d'Algérie, ciblage d'inflation 2003, malheureusement, il y a des épisodes justement de la vie de la politique monétaire algérienne, notamment depuis 2000 à ce jour, qui suggèrent la différence, mais qui suggèrent carrément autre chose. Ici, nous avons utilisé l'indépendance au regard de Kuckerman, le critère de Jacon de 2000 plutôt. Kuckerman 92, c'était un critère un peu compliqué, on ne voulait pas le mettre, donc on a mis celui du critère de Jacon 2001. Par exemple, le premier objectif, c'est objectif de la Banque centrale. Il lui a donné une pondération de 2 avec un point. Un point, ça veut dire c'est le maximum que vous pouvez avoir. Un point, c'est la stabilité des prix et l'unique objectif. À l'époque, avant 90, c'était pas le cas. Après 90, on parlait, même après 90, on parlait de stabilité interne externe de la monnaie, mais on parlait aussi de la croissance, etc. Donc, le ciblage, il est survenu à partir de 2003. Nous avons 0,5, plusieurs objectifs, mais en mettant la priorité donc au ciblage d'inflation, bien du prix, et le dernier cas, donc on lui donne 0 point quand il s'agit de plusieurs objectifs sans priorisation. Donc on n'a pas priorisé aucun de ces objectifs-là. Et dans cette perspective, nous avons donc 10 critères. On n'a pas le temps pour les citer, mais le résultat de l'analyse, donc le critère devrait varier entre 0 et 18. Ce que nous avons trouvé avant l'LMC 90, c'était 5, et après l'LMC 90, c'était 10. On est toujours loin, malgré donc qu'il y a une évolution, bien évidemment, elle est perceptible par l'augmentation, donc cette évolution. Mais ça reste toujours inférieur à 18. Quelque part, en termes au regard, bien évidemment, des critères de Jacon 2001, il y a un problème, donc justement, d'indépendance de cette banque centrale-là. Et bien évidemment, ce critère-là, il supporte un certain degré de subjectivité. Hein.
Donc, parce que c'est des estimations que nous avons faites. Ici, le critère, ça, par contre, celui-là, il est assez scientifique. Hein. Ce critère, il est assez scientifique. Le taux, ce qu'on appelle turnover rate, c'est le taux de rotation du gouverneur de la Banque centrale. Enfin, bon, à l'époque, moi, je l'ai fait, j'ai pris 6 ans parce que il y a que récemment que nous avons 5 ans. Donc 6 ans, tout le temps, c'est 6 ans. Quand on regarde, par exemple, le premier, combien il a fait? Il a fait 19 ans. Le deuxième, il a fait 1 an et 4 mois. Le troisième, il a fait 4 ans, 9 ans, 14 ans, en aucun cas. Et la loi, qu'est-ce qu'elle stipule? Elle stipule qu'il est nommé pour 6 ans par décret du président, mais en même temps, il a une possibilité d'un renouvellement unique, qui voudra dire soit on a 6, soit on a 12. Dans toutes les configurations, nous n'avons ni 6, ni 12. Ce qui fait que, si on se fie au premier constat, nous avons actif, nous tombons dans la situation chaotique et explosive. Constat 2 pour la Banque centrale, elle est active, toujours. Le premier, c'est chaotique, et le deuxième, elle est neutre. Et si on met les deux en même temps, donc si on les croise, nous tombons bien évidemment et malheureusement dans la première situation, active et active passé. Chaotique, le terme chaotique que nous avons utilisé dans cette gestion, cette cohabitation, c'est que parfois on peut quelque part se déroger à notre règle, donc notamment le ciblage d'inflation, pour essayer de gérer d'autres considérations qui peuvent être même des considérations budgétaires et non pas monétaires. Maintenant, la cohabitation post-choc. Cela se voit sur les faits. Je ne vais pas être lent, donc la communication donc arrive à sa fin. Avec bien évidemment donc une analyse factuelle, quand on regarde par exemple la connivence avec l'autorité budgétaire, elle a débuté en 2002. Moi, quand on me dit par exemple que nous avons fait un financement non conventionnel à partir de la loi 1710 de 2017, notamment du 24 octobre 2017, on me dit par exemple l'État est prêt à acheter les bons trésors, bien évidemment. Mais moi, quand je regarde l'article 45, d'ailleurs, c'est le même article qui a été abrogé dans la loi 1710 par un article 45 bis. Qu'est-ce qu'il dit? Article 45 de la loi 90-10. En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor. En aucun cas, ça pourrait être au profit du Trésor. Mais quand je regarde le graphique, tous les actifs éligibles au réescompte pendant cette période-là étaient des actifs public. Ça voudra dire, quelque part, ça rentrait en considération, contradiction avec cet article-là. Et quand on parle de financement non conventionnel, ça voudra dire qu'il rentre à l'encontre de la loi en vigueur. Donc, je pense que le financement, il a débuté par là. Et puis, nous avons l'article 69. Qu'est-ce qu'il dit? La Banque centrale peut réescompter et engager la signature d'au moins 3 personnes physiques et morales notoirement solvables. C'est là où il y a le problème. Le terme notoirement solvable. Pourquoi? Parce que regardez la courbe du déficit. Le déficit, il était depuis 2002. L'Algérie, donc, a connu une phase de déficit depuis 2002. Donc, finalement, quand on me dit qu'il est depuis 2002, il n'est pas conjoncturel. Donc, j'ai, quelque part, la possibilité de dire qu'en quoi qu'il est structurel. Donc, notoirement solvable, ça rentrait aussi, ça avait un problème. Quand on regarde maintenant le dernier graphique, parmi les contreparties de l'émission monétaire, les bons du Trésor. Les bons du Trésor, nous avons imprimé 6 500 milliards de dinars, qui était un tiers de la masse monétaire en circulation en 2018. Nous avons imprimé tout ça. Qui avait acheté tout ça? Ils n'ont pas été investis dans la bourse pour qu'ils soient achetés par le privé. Pourquoi je dis ça? Parce que le NCE, c'est l'emprunt national pour la croissance économique qui a été énoncé par Ibn Khalfa Allah yarhamou. Le NCE, il a été instauré en 2016, avril 2016. Pour acheter les bons trésors. Donc en 2017, qui les a achetés? Sachant que le NCE, là, il s'est estompé juste les débuts. Je crois que c'était en février 2017, on l'a arrêté. Donc quand on y met à partir de novembre 2017 des bons trésors, qui les a achetés? Si ce n'est la Banque centrale. Dans ce cas-là aussi, ça dénote une certaine subordination. 2017, le Fonds de régulation des recettes. Regardez par exemple le graphe en rouge. Ça, le pic, c'est le remboursement de la dette algérienne envers le FMI en 2004. Elle a été réglée par le Fonds de régulation des recettes. C'est une décision qui a été faite à l'époque par le président Bouteflika, pour régler de manière anticipée la dette. Ça augmente le pic de financement par le Fonds de régulation des recettes. Nous avons le FNC. Le FNC, il n'a pas utilisé. Avant qu'on ait épuisé le réescompte des actifs publics à concurrence de 99%, une fois que nous avons réescompté, malheureusement, on avait toujours besoin de financement. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le NCE. Le NCE, il a avorté juste après, même pas une année, il a avorté. Qu'est-ce que nous avons fait? On est passé, donc maintenant, il faudrait qu'on imprime
On fait appel à la planche à billets ou bien une opération de signalage monétaire de manière assez claire. Et nous avons abrogé l'article 45 par l'article 45 bis. D'accord? Sur une période de 5 ans. Même ici, il y a un problème. Maintenant, quand je regarde les fonds, les 6 500 milliards qui ont été imprimés, 2 470 milliards, un peu plus d'un tiers, ils sont partis pour l'État. Regardons le deuxième. 1813 milliards de délais sont partis au remboursement de la dette publique à l'égard de son intérêt et son regard. C'est une forme de paiement de la dette de l'État. 500 milliards destinés aux caisses nationales de retraite qu'elle doit à la caisse de retraite qu'elle doit à la CNAS. Ça aussi, c'est un remboursement de l'État. Le seul truc qui est resté, c'était 1773 milliards au Fonds national d'investissement. Mais moi, quand je regarde sur le terrain, les investissements qui sont faits, la plupart, ce sont des investissements qu'on appelle des fonds perdus. Parce que la réactivité, où il y a la réaction, ils sont pas lucratifs. Hein. Quand on parle d'autoroute, on parle c'est pas quelque chose qui crée une certaine richesse. Je pense que, au final, il n'est pas préjudiciable d'imprimer. Ce qui est préjudiciable, c'est l'allocation de ces fonds issus de cette impression. Après le FNI, vous connaissez toute la problématique, notamment de l'inflation. Il y avait des opérations de reprise de liquidité. Toujours, c'est l'instrument plébiscité par la Banque d'Algérie. Reprise de liquidité, parce que c'est l'instrument le plus efficace. Après ça, la réserve obligatoire. Nous avions en septembre 2020, stabilisation de l'inflation. Premier problème, l'inflation. Juillet 2021-22, toujours. Ici, ils ont énoncé le soutien au programme de la relance économique par le PSR. Donc le PSR, donc c'est un processus monétaire énoncé par la Banque centrale pour accompagner de manière par un financement les projets de relance économique après le Covid. Et nous avons avril 2023 la stabilisation toujours de financière par une augmentation de la réserve obligatoire de 1 à 3%, c'est pour juguler l'inflation existant sur le marché. On arrive à la fin, la leçon algérienne. Pourquoi j'ai appelé la leçon algérienne? Parce qu'il y a une sociabilisation de la politique budgétaire. C'est un terme un peu fort, mais au final, c'est ça. Parce que nous avons vu tout à l'heure qu'en quoi le déficit budgétaire en Algérie, il est complètement décorrélé de la situation financière du pays. Et parmi justement les causes de cette décorrélation, c'est le souci social. Nous avons une dépense sociale stable. Et sur cette tribune aussi, donc je rends hommage au professeur Mouhoubi parce que c'est au cours des travaux de thèse que nous avons fait ensemble que nous avons ces chiffres-là. Nous avons calculé un IDS, indice de dépense sociale. Il est de 36,36 en période jusqu'à 88. Il baisse en période 90-99, il baisse à 31. Après, il revient à 36-36. Qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que peu importe la situation financière, nous avons une dépense sociale stable. Et quand on regarde 31, c'est le seul épisode où nous avons une dépense sociale faible. Tout simplement parce qu'on était assujettis donc aux impératifs du programme d'ajustement structurel et que nous n'avons pas effectivement à l'époque une grande marge de manœuvre. Ici, nous avons expliqué la période du PAS. La leçon de la socialisation de la politique monétaire. Plusieurs d'entre vous vont se dire, le terme socialisation de la politique budgétaire, c'est un terme un peu fort. Mais au final, c'est ça ce qui se passe sur le terrain. Quasi-ancrage des revenus de seigneuriage au déficit budgétaire. Les revenus de seigneuriage, c'est quand on dit par exemple, vous avez un billet de 1000 dinars, il coûte 5 dinars, donc en gros, vous gagnez sur l'émission de chaque billet, vous gagnez par exemple 1995 dinars. C'est une opération de seigneuriage. Aussi, quand nous émettons une monnaie ex nihilo et qu'elle parte en termes de crédit, tous les intérêts générés par une monnaie ex nihilo, ce sont des opérations de seigneuriage. Et on voit que les opérations de seigneuriage sont complètement à l'opposé, carrément. On dirait qu'elles sont symétriques à l'opposé avec le déficit budgétaire. Donc, au final, l'émission monétaire, elle a été toujours faite par l'économie, dans l'économie algérienne. Maintenant, l'usage du taux de change. Le gain monétaire des opérations de dévaluation. La dévaluation, si elle n'est pas monétaire, si elle est monétaire, ça devrait systématiquement être suivi par dévaluation compétitive. Le terme dévaluation tout seul, à mon sens, bien évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, s'il y a une dévaluation qui n'est pas compétitive, forcément, c'est pour autre chose. Quand on regarde maintenant, nous avons pris le taux de change de 2000 avec le taux de change de 2018. Si nous avons gardé le taux de change initial, les réserves de change auraient pris un cheminement. Nous avons augmenté le taux de change, nos réserves de change en valeur domestique ont pris complètement un autre cheminement. Et cet écart-là, justement, comme nous avons dévalué, nous avons un chiffre, je crois, 1000 et quelques milliards de dinars de gains. Nous avons gagné en termes de monnaie domestique avec la dévaluation du dinar des sommes très importantes qui peut bien évidemment renflouer donc le fonds de régulation des recettes. Nous avons l'évolution du taux de change au gré des chocs. Ça, c'est super important. Regardons par exemple à la fin. À la fin de 2022, il est passé de 147, il a baissé à 147, je crois que c'était à 100, je vois pas, 137. Donc, il a baissé de 10 points.
Mais sur le terrain, on ne l'a pas senti. On l'a pas senti. Tous les prix, enfin, les prix, on connaît tous l'effet cliqué des prix. On sait que ils ont tendance à augmenter si les prix augmentent, mais ils ont un effet cliqué, donc à la baisse, ils ne suivent pas. Ce qui fait que, ici, c'était par exemple, décision très intéressante de la Banque centrale. Parce que s'ils n'avaient pas réévalué la valeur du dinar, on aurait senti les prix très, très importants qui sont en train de sévir au niveau international. Nous avons montré tout à l'heure que les prix au niveau international ont flambé. Donc ça, ici, dans ce cas-là, ce n'est pas la dévaluation qui a joué le rôle d'amortisseur. C'est la réévaluation du dinar qui a joué le rôle d'amortisseur. Et ça dénote une chose. C'est que la Banque centrale, elle est, bien évidemment, avec ses cadres, elle est là pour, justement, gérer donc les chocs externes. Pareil, 2008, nous avons un pic. En 2008, nous avons donc une dévaluation dans ce cas-là. Nous avons en 2014 une autre dévaluation marquée. Dévaluation, on dévalue, vous connaissez l'histoire, comment le dinar algérien pouvait jouer son rôle d'amortisseur des chocs externes. La souveraineté nationale intacte face à l'endettement. Si on n'avait pas fait ça, on aurait bien évidemment parti vers l'endettement. Le rapport du Conseil des ministres du 6 septembre 2017 en page 2, qu'est-ce qu'il dit? Le président institue ses ministres formellement à ne pas faire recours au financement extérieur. Qu'est-ce qu'il nous reste? Si les financements extérieurs, il ne nous reste pas. Si qu'il y a une contraction des recettes, donc on ne peut pas se financer, il nous reste bien évidemment le financement non conventionnel. Ceux qui n'ont pas usé de leur monnaie comme amortisseur des chocs externes ont une monnaie chère contrairement au dinar algérien. Ça aussi c'est super important parce qu'il y a un problème d'arbitrage. Si j'ai envie d'utiliser, c'est un choix politique, hein, si j'ai envie d'utiliser des fonds extérieurs et je vais garder la parité de ma monnaie domestique intacte, ça, c'est un choix, mais on brade la souveraineté nationale. Maintenant, si j'ai envie de jouer sur l'amortissement du dinar comme moyen donc de pallier aux problématiques de choc externe, et dans ce cas-là, j'évite la souveraineté nationale. Donc au final, c'est une question d'arbitrage. Toutes les deux politiques ont des points positifs et négatifs. Nous avons choisi la souveraineté nationale au détriment donc de la dévaluation du dinar. Même si ce n'est pas préjudiciable, quand on regarde la valeur du yen japonais, elle a la même valeur que le dinar algérien, et c'est une économie forte. En termes de conclusion, première conclusion positive, la dépendance conjoncturelle. Nous avons vu qu'il y a une dépendance conjoncturelle, hein, ce n'est pas tout le temps. Conjoncturelle de la BA a sauvé la souveraineté du pays, notamment en 2017. La BNA arrange, la Banque d'Algérie arrange conjoncturellement les externalités budgétaires via la dévaluation du dinar. Ça, c'est important. L'indiscipline structurelle du Trésor a renforcé la cohésion sociale. Donc, vous avez le choix. Soit vous, quelque part, vous délaissez la règle de la Banque centrale qui est ciblage d'inflation, on va vers une dévaluation qui va augmenter les risques d'une inflation importée, qui se conjugue d'ailleurs à des prix super importants au niveau international, ou bien vous allez partir vers des politiques d'austérité ou de l'endettement. Les points négatifs justement de cette nature de cohabitation, la dépendance de la BA pousse le Trésor à une discipline structurelle. Qu'est-ce qu'il vous dit, comment il s'appelle l'autre là? Il vous dit les organes disparaissent avec la disparition de la fonction. D'accord? Et quand à chaque fois qu'on demande, et la Banque centrale, elle est là assujettie à nos désirs de financement, dans ce cas-là, ça ne pousse pas justement le Trésor public à la discipline. Donc il va rester tel qu'il est. Et ça, c'est un problème si tu fuis vers l'avant. Nous avons la dépendance éloignée, la BA du ciblage d'inflation, tant que le Trésor public ne viabilise pas sa propre contrainte budgétaire, la Banque centrale restera toujours, pas toujours, mais de manière bien évidemment consciencieuse, bien évidemment, entre parenthèses, donc pour renflouer ses caisses. Et ça pose un problème parce que quand elle renfloue les caisses, elle s'éloigne du rôle de la règle qui est le ciblage d'inflation. Le dinar restera un amortisseur. Si on continue cette politique, si on continue la gestion des risques et non pas la solution aux risques, nous gardons toujours le dinar qui restera comme amortisseur des chocs externes. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.